Bonjour, bienvenue à cette séance-ci. C'est notre première fois qu'on fait une grande rencontre en utilisant Teams. On espère qu'il n'y aura pas de problème. On est habitué de le faire en petits groupes, mais devant le réseau, c'est notre première fois. Donc, on espère vraiment que ça se passe bien. Je me présente. Mon nom est David Gourde. Je suis responsable des programmes de sciences et technologies au ministère de l'Éducation. Nicole, si tu veux juste peut-être faire avancer les diapositives. Donc voilà, donc comme je viens de le dire, David Gourde, je vais laisser mes collègues se présenter. Donc je vais donner la parole à Nicole pour commencer. Merci David. Alors bonjour à tous, bien contente de vous retrouver ce matin. Alors, Nicole Corbin, conseillère pédagogique en prêt de service pour les programmes de sciences et technologies au ministère de l'Éducation. À toi, Julie. Bonjour, effectivement, je suis Julie Nollet, je suis responsable du site Constellation et de la liste orthographique au ministère de l'Éducation. Je vais intervenir un petit peu plus tard durant la présentation et je vais accompagner Nicole tout au long de celle-ci pour commenter peut-être les livres et donner quelques informations complémentaires. Alors, je vais prendre la parole. David va devoir nous quitter de toute façon un certain temps. Il va revenir nous voir. Donc, comme vient de le dire Julie, on va faire ça à deux voix pour vous présenter les contenus de cette formation. Les objectifs de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous fournir des pistes pour intégrer et exploiter la littérature jeunesse en classe de sciences au primaire. Et bien sûr, présenter les différentes ressources du site Constellation du ministère de l'Éducation que Julie va nous présenter. Alors, le déroulement de la rencontre, comment ça va se passer? Donc, on va faire un bref aperçu du programme de formation de l'École québécoise et de l'interdisciplinarité. Il y aura aussi présentation, comme je l'ai dit, du site Internet Constellation et aussi, bien sûr, l'enseignement de la science et de la technologie par la littérature jeunesse, donc le cœur même de notre formation d'aujourd'hui. Alors, si vous désirez plus de précision ou faire des commentaires, nous vous invitons de le faire à partir du clavardage. Alors, Julie et moi pourrons prendre le relais pour pouvoir répondre à vos questions si c'est possible. Alors, ne vous gênez pas de le faire. Alors, si je vous disais le programme de formation de l'École québécoise, donc, par son caractère, on dit interdisciplinaire, d'abord par ses compétences transversales et disciplinaires, par les domaines généraux de formation qui permettent d'établir des liens entre la vie scolaire, donc l'école et la vie quotidienne, bien, le programme nous convie à dépasser le cloisonnement entre les disciplines afin d'amener les élèves à mieux saisir et à intégrer les liens qui existent entre ces divers apprentissages-là pour vraiment le développement global de l'enfant. Le domaine des langues lui propose aux enseignants de profiter des occasions de lire pour construire des connaissances dans les autres disciplines, notamment en sciences et technologies. Donc, c'est le développement de la langue au service de la communication qu'on voit de cette façon ici. Et il y a le programme de sciences et techno, bien sûr, qui invite les élèves, notamment ceux du premier cycle, à s'initier à l'activité scientifique et technologique vers les autres disciplines et les domaines généraux de formation. Alors, il y a vraiment une volonté de lier science et littérature jeunesse pour permettre et soutenir l'apprentissage des connaissances en sciences et tout en contribuant, bien sûr, à l'engagement des élèves en lecture. La littérature jeunesse, mais ça se définit comme tout matériel écrit qui se destine à la jeunesse, donc depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Ça comprend des romans, des albums, des documentaires, des bandes dessinées, etc., etc. Mais le Conseil supérieur de l'éducation nous dit que le recours à la littérature jeunesse, c'est déjà une pratique qui est partagée par de nombreux enseignants, c'est déjà inscrit dans les routines de classe. Des chercheurs aussi s'entendent pour dire que les albums, par exemple, par leur format illustré et textuel, par leur longueur aussi qui permet d'accéder à la totalité de l'œuvre dans un temps relativement court, fait en sorte que ce sont des objets rassurants et connus qui vont permettre aux élèves de mieux développer de nouvelles connaissances. Donc, s'appuyer sur ces objets-là pour développer de nouvelles connaissances.
Alors, on parle des documentaires. Il y a une vaste gamme de livres dans la littérature jeunesse qui existe et le ministère de l'Éducation a conçu un site, Constellation, que ça s'appelle, et je vais demander à Julie de vous présenter plus en détail ce site-là pour pouvoir vous y repérer de façon plus efficace. Oui, alors, tout d'abord, voici la page d'accueil de Constellation. Vous excuserez peut-être la piètre qualité des captures d'écran, mais en œuvrant en télétravail, bon, je les ai fait à partir d'un portable, ce qui limite la grandeur de l'écran et donc la qualité visuelle en gros format. Mais vous aurez tout le loisir de l'explorer en direct si vous allez tout simplement taper constellation.education.gouv.qc.ca. Nicole? Ah oui, c'est ça, voilà. Alors, la lecture n'est pas juste réservée aux langues, hein, évidemment. On peut tirer profit de celle-ci dans toutes les disciplines. Et pour travailler la science, la section qui va vous intéresser le plus se trouve en cliquant sur l'onglet « Lecture dans toutes les disciplines ». Vous pouvez voir sans doute la flèche. Donc, vous cliquez sur cet élément-là quand vous aurez accès, évidemment, au site comme tel. Et c'est simple, il faut d'abord cliquer sur le cycle et puis ensuite sur la discipline. Et dans le cas de la science, notamment, vous voyez que les matières sont distinctes en tant que telles. Je vois que, Madame Pitre, vous avez la main levée. Vous avez une question pour moi ou pour le fonctionnement? Oui, pour vous. Je suis bibliothécaire dans une CSS. Donc, je me demandais justement le choix de la littérature jeunesse. Est-ce qu'elle a été faite en collaboration avec des bibliothécaires? Oui, quand on fait la sélection des livres, jusqu'en 2019, il y avait vraiment, je dirais même jusqu'à la pandémie, disons, là. À partir de la pandémie, on a vraiment limité les personnes qui pouvaient faire la sélection. Mais autrement, il y avait des conseillers pédagogiques, il y avait des enseignants, il y avait des bibliothécaires. Donc, c'est vraiment une variété de points de vue pour choisir les meilleurs livres. Puis bon, depuis la pandémie, on a fait d'autres sélections. Vous ne pouvez pas encore les voir en ligne parce que, bon, on attend que la version anglaise soit disponible pour vraiment tout débloquer ça. Mais il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait à l'arrière-scène et on a des belles nouveautés qui s'en viennent, notamment des pistes pédagogiques dont je vais vous parler un peu plus tard. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci infiniment. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on revient donc au diaporama. Vous voyez que vous n'avez qu'à cliquer sur le cycle auquel vous enseignez. Vous choisissez la matière comme telle que vous souhaitez enseigner. Vous avez le choix au primaire entre univers matériel, terre et espace, univers vivant. Et si vous cliquez là-dessus, voici ce que ça donne. Vous avez quand même 392 notices qui vous sont proposées. Et là, ça, ce sont, comme je viens de le dire, des notices qui ont été publiées avant 2019. Donc, il y en a même d'autres qui vont s'ajouter à ça, de livres encore plus récents que ça. La liste nous permet de voir rapidement les informations bibliographiques générales, en plus des mots-clés, de la classification en fonction du niveau scolaire. Alors ça, c'est très pratique lorsque vous voulez aussi adapter votre enseignement en fonction du niveau de difficulté. Alors, si vous voyez qu'il y a un livre qui est vraiment de quatrième, par exemple, de 5 ans jusqu'à quatrième année du primaire, vous savez qu'il est un petit peu plus facile, alors que si on déborde un petit peu vers les plus vieux, ça va peut-être augmenter un peu le niveau de difficulté en fonction des élèves que vous avez devant vous ou à qui vous vous adressez. Madame Pitre, est-ce que c'est une nouvelle main ou si c'est la même? Non, c'est une nouvelle. OK, allez-y. Je me posais la question parce que c'est ça, avant, quand c'était livre ouvert, c'est ça, il y avait beaucoup de vieux livres qui ne sont plus disponibles. Puis comme là, j'ai remarqué le premier titre, 1, 2, 3 parties, il n'est plus disponible en librairie. Il était tellement populaire, fait que là, il est j'espère en réimpression parce que c'est un super bon titre. Est-ce que vous vérifiez avant de les ajouter dans Constellation?
Ben, en fait, quand on fait des ajouts, c'est certain que ce sont des livres qui sont automatiquement disponibles. Après, ben, régulièrement, on vérifie ceux qui sont épuisés. Et lorsqu'ils sont épuisés, on l'indique dans la notice. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'il est écrit épuisé à côté. On le laisse quand même sur le site parce qu'il y a des gens qui ont accès quand même à la bibliothèque municipale ou à la bibliothèque scolaire. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de les laisser là. Vous pouvez aussi, dans la page de recherche avancée, inclure ou non les livres qui sont épuisés. Alors, ça vous donne vraiment le choix de prendre des livres qui sont encore disponibles en librairie ou qui peuvent l'être également dans votre bibliothèque. Est-ce que c'est une nouveauté? Non, ça a toujours été là, le choix de prendre des livres qui sont épuisés. Si vous vous rendez sur la page de la recherche avancée, en bas complètement à droite, vous avez une petite case où c'est écrit « Inclure les livres épuisés » et à ce moment-là, vous pouvez la cocher ou la décocher. Ah, d'accord. Bien, merci. Ça marche? OK. Alors, je reviens à la présentation. Donc, voici la notice d'un documentaire et je souhaite attirer votre attention sur le commentaire descriptif. Vous pouvez peut-être penser que c'est un résumé, mais c'est vraiment pas juste ça. Ce qu'on retrouve, c'est pas juste ce qu'on retrouve sur la 4e de couverture. Il fournit des informations sur le livre lui-même, mais également sur son potentiel pédagogique. Vous pouvez aussi valider le niveau de difficulté. Et attention, le niveau scolaire a été déterminé sur la base des langues et non des autres disciplines. Donc, dans le cas des élèves au primaire, c'est quand même très facile. Dans le cas, étant donné que c'est le même enseignant pour toutes les disciplines, au secondaire, ça va un peu être différent. Alors, il faut porter attention aussi au contenu qui ne respecte peut-être pas entièrement le programme du niveau en sciences. On identifie, nous, ce livre-là, il a le potentiel d'intéresser en sciences, mais après, c'est à vous de voir si ça répond aux notions du programme. Enfin, il y a identifié par la flèche 3 des mots-clés et ça peut donner un aperçu du contenu du livre. En français, bon, les informations sont plus spécifiques au programme, mais dans d'autres disciplines, on peut avoir des mots-clés comme étant complémentaires aux commentaires descriptifs. Et là, ici, je veux juste vous faire remarquer, on peut avoir, par exemple, les arbres, on va avoir les sciences naturelles, on va avoir les minéraux, il y a vraiment plein de mots-clés comme ça liés au thème qui peuvent vous intéresser afin de faciliter votre recherche en fonction d'un sujet que vous auriez envie d'explorer en classe. Et enfin, je veux amener votre attention aux pistes d'exploration. Nicole, fais juste revenir. OK, oui, c'est ça. Pistes d'exploration. Au-dessus des mots-clés, vous avez des idées pour traiter de ce livre-là. Là, c'est le temps. Merci. Et je vous montre ici une seconde notice, mais ça, c'est une exclusivité. Hein? Vous êtes pas présenté pour rien aujourd'hui. Là. Vous avez en exclusivité une nouvelle notice qui va apparaître prochainement, qui n'est pas publique actuellement. Cette notice-là ressemble en tout point à la précédente, vous ne trouvez pas? Mais il y a quand même, il y a le commentaire descriptif, il y a l'identification du niveau scolaire, les mots-clés, mais il n'y a pas de piste d'exploration. Sauf que, Nicole? Vous allez voir apparaître un peu plus bas sur la page de la notice des pistes pédagogiques complètes pour vous aider à exploiter, à tirer profit de ce livre-là. Et là, dans ce cas-ci, vous allez voir, ce sont des pistes en lien avec français langue seconde et intégration scolaire linguistique, intégration linguistique, oui, scolaire et sociale. Je vais aller trop vite. Vous me le dites si ça va trop vite pour vous. C'est pour les classes d'accueil finalement. Donc, on a décidé de tirer profit de ce livre-là au regard de ces disciplines-là. Mais il n'y a rien qui vous empêche de tirer profit de ce livre-là, de créer des pistes pédagogiques pour les sciences spécifiquement. Et c'est ce que Nicole vous propose aujourd'hui. Puis je vous parlerai également un peu plus tard de la façon dont vous pouvez aussi vous joindre aux travaux de constellation pour augmenter aussi le nombre de pistes en lien avec des disciplines autres que les langues. Alors, justement, j'en parlais tout à l'heure de la recherche avancée. Rapidement, donc,
c'est pas facile de ne pas avoir le contrôle, mais Nicole est super bonne à être à l'écoute des indices. Donc, la page de recherche avancée, et là, Madame Pitre, vous m'avez devancé là-dessus, bien, on peut y entrer une ou des informations bibliographiques, comme le nom de l'auteur ou de la collection, voire même son origine, si on tient absolument à voir des livres québécois, par exemple. Il y a aussi la possibilité de chercher par mots-clés, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Sachez qu'il y en a plus de 2300. Alors, n'hésitez pas à aller consulter la liste en format Excel qui est disponible au bas de la page, indiquée par la flèche 2. Pour identifier, par exemple, le nom d'un scientifique de renom, des noms d'animaux, des sujets qui passionnent les élèves comme les volcans, ou y aller plus largement avec le mot-clé « science ». Sachez qu'il y a une catégorie de mots-clés qui s'appelle « sciences, objets et phénomènes ». Vous avez donc de bonnes chances là d'y trouver ce que vous cherchez et même encore plus, c'est ultra abondant, intéressant. C'est presque à l'infini ce qu'on peut explorer avec Constellation. Alors, j'ai parlé plutôt du niveau scolaire. C'est avec l'indication de cycle qu'on peut le faire. Et enfin, Constellation, avec la flèche 4, vous allez le voir, permet d'inclure ou non les titres qui sont épuisés en librairie. Puis cette option-là est encore là. On a choisi de ne pas les enlever du site, justement, comme je le disais tout à l'heure, parce que les titres sont encore souvent disponibles soit à la bibliothèque scolaire ou encore municipale. Nicole, je vois qu'il y a une question dans le clavardage pour toi plus que pour moi. Et là, encore une fois, vous ne vous êtes pas déplacé, entre guillemets, pour rien. Vous avez droit à des exclusivités de livres qui touchent les sciences et qui feront partie très prochainement du site Constellation. Donc, je suis certaine que vous allez avoir envie d'en inclure quelques-uns dans vos prochains achats. Je voulais dire un mot sur Copybec. Il y a souvent des questions qui me sont posées sur les droits d'auteur, comment on peut utiliser les livres. Ça varie tellement d'un cas à l'autre que je veux vraiment vous référer à Copybec pour pas vous induire en erreur, parce que ce que je pourrais vous dire est tout à fait vrai, mais dans votre cas ne s'applique pas. Et il y a quand même un site qui est bien développé là, pour les enseignants. Donc, il y a la foire aux questions aussi. Et vous pourrez très certainement y trouver des réponses à vos questions assez facilement. Juste avant, pour Copybec, je voulais juste vous dire, c'est facile de passer à côté des droits d'auteur en disant « bof, je vais présenter ce livre-là », mais les auteurs travaillent vraiment fort, puis il est essentiel qu'ils soient rémunérés pour ce qu'ils font. Et Copybec, en sachant que vous présentez ça, bien, les auteurs également ont une part qui leur sont versées, donc qui leur est versée. Donc, il faut garder ça en tête, là. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Alors, on reviendra vers toi à quelques occasions pour justement apporter des précisions sur les contenus que je vais présenter. Alors, on revient avec le programme de sciences et technologies, donc, qui est vraiment une initiation à l'activité scientifique, ce qui veut dire qu'on se doit d'offrir aux élèves des activités où l'élève peut se questionner, observer, chercher à vérifier, à prouver, développer aussi sa capacité d'argumentation et de raisonnement. Alors, comment, dans ce contexte-là, on peut initier l'élève à l'activité scientifique en intégrant la littérature jeunesse? Alors, les premiers livres qui nous viennent à l'esprit quand on parle des sciences, c'est bien sûr les documentaires. Ce sont des œuvres qui proposent des textes de type informatif, donc qui abordent un sujet particulier et qui cherchent à instruire le lecteur. Alors, quand on entre ces documentaires-là dans nos classes, un des apprentissages à faire, bien sûr, c'est la structure de ces livres-là. Donc, attirer l'attention des élèves, donc travailler au niveau de la table des matières, des titres, des sous-titres, des encadrés, donc des façons de faire la recherche d'informations dans ces livres-là à partir de ces indices-là. Une autre façon aussi de travailler à partir de ces documentaires-là, bien sûr, c'est leur particularité de par rapport à leur texte. Donc, des textes à caractère descriptif, des textes descriptifs, donc qui fait en sorte qu'on va travailler, entre autres, les marqueurs de relation, par exemple, pour l'enchaînement des idées quand on décrit, ou pour marquer la relation de cause à effet,
Par exemple, si on dit aux élèves, parce que la température a descendu au-dessous de 0, bien, donc l'eau a gelé. Donc, faire un travail comme ça avec les élèves sur ces types de textes-là, puisqu'il y a une compétence en sciences qui s'appelle communiquer à l'aide des langages en sciences et technologies. Donc, ça fait partie des apprentissages de lire ces types de textes et éventuellement d'écrire ce type de texte-là aussi. Et dans les documentaires, il y a vraiment une vaste choix et adapté à tous les niveaux. On en a pour les tout petits avec quelques informations par page à des documentaires donc plus volumineux, plus contenant des informations plus élaborées pour des élèves plus vieux. Et on en a pour tous les niveaux selon le degré où on enseigne. Il y a aussi d'autres types de documentaires. Ce sont des documentaires qui présentent des textes informatifs aussi, mais dans des formats de livres ressemblant aux albums. Tu as dû prendre ceux du deuxième cycle. Tu as dû prendre ceux du deuxième cycle. Pardon? Est-ce que, Caroline, il y en a qui ont... Oui, s'il vous plaît, le micro et l'écran. Merci. Alors, ce que je disais, bon, ce type de documentaire-là, ces formats-là permettent aux jeunes lecteurs de s'initier progressivement, par exemple, à des textes informatifs, tout en ayant encore quelques points de repère propres aux histoires, notamment la relation de texte à image. En somme, les documentaires sont un genre littéraire à intégrer dans son enseignement, pour ce que je viens de vous dire, mais il faut aussi voir à dépasser le simple usage de faire une recherche du type « qu'est-ce qu'un volcan » par exemple. Les élèves chercheraient davantage à l'information dans le documentaire, à le recopier, ce qui en résulterait davantage d'un exercice de français. De plus, les connaissances apprises risquent d'être superficielles et d'être oubliées aussi rapidement. Donc, on va essayer de regarder un usage un peu différent. Martin Lépine, qui est didacticien du français, il propose d'utiliser le documentaire pour soutenir la compréhension et l'interprétation d'une œuvre. Par exemple, ici, si on prend le roman qui s'appelle « Le royaume de Kensuke », c'est l'histoire d'un jeune garçon qui fait le tour du monde en voile avec ses parents et il tombe à la mer. Lorsqu'il reprend conscience, ben, il se trouve avec sa chienne sur une île perdue au milieu du Pacifique. Dans ce roman-là, on va retrouver des éléments sur lesquels on peut se questionner. Par exemple, le roman, on va parler d'orang-outan, on va parler des techniques de voile, des particularités de la végétation, par exemple, sur cette île au milieu du Pacifique, ce qui fait en sorte que quand on lit un chapitre, donc après chaque chapitre, on peut inviter les élèves à aller lire des textes informatifs sur ces éléments-là pour mieux comprendre et interpréter l'œuvre qu'ils sont en train de lire, mieux comprendre ce qui arrive aux jeunes avec toutes les péripéties qui sont proposées. Nicole, j'ajouterais à ça finalement que c'est une œuvre qu'on va dire complémentaire. Le documentaire va arriver en soutien à la compréhension puis diminuer la résistance de l'œuvre parce que ça va peut-être le rendre plus accessible pour les élèves qui ont moins de connaissances ou qui ont moins de référents culturels. Exactement. On prend par exemple une œuvre comme celle de Serge Bouchard, Confession animale bestiaire, qui est une très belle œuvre. Sous la plume de Serge Bouchard, une vingtaine d'animaux sauvages du Québec prennent la parole. D'anecdotes en confession, bien, on y apprend la véritable nature de ces animaux-là. Donc, chacun leur tour, l'ours, la perdrix, le castor et bien d'autres, viennent nous parler de leur passé, de leur présent et de leur futur. L'auteur propose vraiment une façon ludique et poétique pour nous instruire et nous faire connaître le secret de la nature de leur propre point de vue, ces animaux-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de relever des passages, des extraits à lire avec les élèves et puis de se questionner. Cette façon d'écrire-là permet la formulation justement de questions et de s'interroger sur ce qui est présenté, les confessions que nous font ces animaux-là. Par exemple, si je regarde le premier extrait en haut de la page, on dit que être un ours, c'est avoir faim. Il est crucial que je sois gros. L'ours maigre n'a aucune chance de passer l'hiver. Lorsque je me couche au début de décembre, je montre sur la balance et mon poids dira mon avenir.
Notre poids santé, c'est le poids maximum. Alors, ça peut bien faire réagir, qui n'est pas notre réalité, nous, les humains. Alors, on peut bien se poser la question, pourquoi est-ce que l'ours parle d'un poids, de poids maximum? On fait référence à quoi ici? On parle de son comportement, de son alimentation. Est-ce que cet ours-là, pourquoi a-t-il besoin d'être aussi gros? Y a-t-il une période de jeûne? Est-ce qu'il hiverne ou il hiberne? Alors, plein de questions vont surgir quand on va se mettre à échanger sur le sujet et on va aller chercher les représentations des élèves. Et à partir de tout, ça va susciter plein de questions et à partir de ces questions, on va aller consulter des documentaires pour venir y répondre et on va pouvoir en discuter ensemble. Ça va permettre justement, à partir de la curiosité des jeunes, d'aller chercher des informations qui vont s'imprégner davantage au niveau des liens qu'ils vont faire. L'autre extrait, c'est de même nature. Par exemple, on dit « Je suis le saumon nostalgique, celui qui croit dur comme fer, qu'il n'y a aucune façon de mourir en bon saumon. » C'est d'épuisement sur les lieux de sa naissance. Encore là, ça suscite plein d'informations. Écrit de cette façon, ça ne permet pas aux élèves de comprendre. Mais justement, pour comprendre et interpréter cette œuvre-là, on va aller convoquer des documentaires. On peut placer les élèves en équipe, leur distribuer quelques extraits comme ça. On va mettre ensemble nos questions, puis après, les équipes vont aller faire les recherches, puis ils vont ramener en grand groupe ce qu'ils ont trouvé. Alors, c'est une façon ici d'aller chercher nos documentaires pour donner du sens sur les apprentissages, sur la compréhension, entre autres, de cette œuvre-là. Je vais laisser Julie vous expliquer un peu le niveau de difficulté de lecture, parce que cette œuvre-là, c'est pour un niveau plus élevé. Mais je vais la laisser vous en parler. Oui, effectivement. Merci, Nicole. Quand on parle de livres, oh, je m'entends en double. Quand on parle de livres, c'est sûr qu'on veut tirer profit de ce qui nous intéresse. Et dans ce cas-ci, Confession animale, la raison pour laquelle j'ai mis le lien vers la notice, c'est pour vous faire remarquer qu'il est identifié comme étant pertinent pour les élèves de 4e et 5e secondaire. Et là, ici, on s'adresse plus à des élèves dans le cadre de cette formation-ci, à des élèves du primaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas interdit d'utiliser des livres qui sont destinés aux plus vieux. C'est juste qu'il va falloir offrir un étayage, un soutien approprié. Et dans ce cas-ci, on a choisi de tirer des extraits du livre, de prendre des extraits, ce qui est tout à fait correct. Et ça fait en sorte qu'on y va avec des petites bouchées, ce qui est beaucoup plus facile pour les élèves à assimiler. Puis l'enseignant est là aussi pour aider à comprendre le contenu du texte. Alors, il ne faut pas se gêner aussi d'aller voir de se tourner vers des œuvres qui sont destinées à des élèves plus vieux. Tant qu'on offre le soutien adéquat, ça peut toujours aller. Merci, Julie. Il y a une question, il y a Jeannette qui nous propose, qui fait un commentaire, qui dit « Un bel ouvrage pour faire une activité de dessin d'observation. » Tout à fait. On peut aller demander aux élèves d'aller d'abord les observer parce qu'il y a des dessins à l'intérieur, donc observer ce que l'illustrateur a représenté ici, les animaux, et demander aux élèves de faire des dessins d'observation aussi. Effectivement, c'est une façon de l'exploiter. Il y a une question de Madame Lefebvre, elle dit « Proposez-vous des réseaux dans ces cas pour moduler le sujet ou soutenir les 4 dimensions de la lecture? » Alors, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire. Peut-être, Julie, toi, tu peux mieux y répondre. Oui, j'ai répondu tout à l'heure par écrit. J'ai mentionné que ça existait sur le site Constellation pour le français, mais si on veut inclure les sciences, tout est à bâtir encore. Hein. On est vraiment dans une optique d'intégrer le plus possible toutes les disciplines en littérature, alors de servir toutes les disciplines finalement. Restez à l'écoute pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et les petits ne sont pas en reste, hein, avec des albums comme par exemple Petit Pingouin et Pomme de Pin. On peut profiter aussi de la portée réflexive de certaines œuvres pour faire réfléchir les élèves à leur rapport au monde. À la lecture de l'album, par exemple ici, qui est l'histoire d'un petit pingouin qui fait la découverte d'une pomme de pin. Comme elle tousse, il décide de lui confectionner une écharpe, mais son grand-père l'informe que son ami doit vivre en forêt et non sur la banquise. Alors, le petit pingouin décide donc de la ramener chez elle. Donc, ici, à la lecture de l'album, on peut inviter les élèves à s'identifier au personnage, par exemple, afin de créer justement chez eux un lien affectif fort
avec le monde du vivant. Donc, comment eux autres, ils s'y prendraient, est-ce qu'ils prendraient soin aussi d'un être vivant comme ça? Et leur faire effectuer une recherche. Hein, on parle de nos documentaires visant à connaître les besoins particuliers du pingouin et de la pomme de pin et comparer les deux milieux de vie respectifs. Comparer, vous savez, c'est un travail qu'on fait beaucoup en sciences, comparer ce qui est pareil, ce qui est différent, travailler avec les jeunes de cette façon-là, travailler leur raisonnement scientifique. Leur faire prendre aussi conscience du fait qu'un être vivant a des besoins particuliers et ne peut vivre que dans un milieu naturel précis. Si l'élève connaît mieux son environnement, il est en mesure de pouvoir l'apprécier. Et il y a fort de chances que s'il l'apprécie, il aura le goût de le protéger et de le respecter. Donc, c'est une façon de faire de l'éducation à l'environnement et au développement durable chez les jeunes qu'on peut aborder, qui est un peu différent que faire du catastrophisme, par exemple, en parlant des dégâts, etc. Mais de le faire plutôt de cette façon-là. Il existe dans la chaire de recherche en enseignement de sciences et développement durable de l'Université Laval, ils ont produit un guide à l'usage des enseignants et des conseillers pédagogiques. Ce guide-là contient un ensemble de 10 activités éducatives pour les petits du préscolaire jusqu'au plus grand du primaire. Donc, chaque activité propose une sélection d'œuvres liées à l'activité et qui présente les principes d'éducation au développement durable sous forme de jeu. Il y a aussi un résumé de l'activité et un déroulement qui est proposé. Donc, un guide que vous pouvez télécharger, j'ai mis ici la référence en bas, qui peut être téléchargé directement sur ce site-là et qui devient un outil intéressant pour les enseignants. On parlait si on avait des ouvrages justement pour pouvoir travailler, et ça, c'en est, vous pouvez télécharger et travailler à partir de ce guide-là. Donc, j'ai parlé des documentaires qu'on convoque pour mieux apprécier, comprendre des œuvres, mais aussi on va faire usage des documentaires dans nos classes pour venir soutenir la démarche d'investigation qui est au cœur même de notre programme. Donc, à partir d'une SAE, par exemple, ici, l'identification d'arbres clés en main, on va inviter les élèves à observer des végétaux autour de l'école, donc soit dans un parc près de l'école ou dans la cour même s'il y a des végétaux. Et on va observer les feuilles des arbres pour être capable de reconnaître ces arbres-là. Donc, on va travailler le dessin d'observation, on va caractériser les feuilles, donc des caractéristiques physiques des feuilles, par exemple, sa forme, son contour dentelé, double dentelé ou lisse, la disposition des feuilles sur la branche. Donc, on va faire observer ça et on va construire ces caractéristiques-là. Et éventuellement, pour aller identifier à quels arbres ils appartiennent, ces feuilles, et peut-être aller faire un herbier. Alors, quand on va travailler avec ça, le fait de dessiner, de caractériser les feuilles, ça ne permet pas de connaître les arbres auxquels appartiennent ces feuilles. On va avoir donc besoin d'aller consulter d'autres sources. Donc, on a entre autres les guides d'identification, par exemple, dans lesquels on peut aller chercher. On va aller confronter leur dessin d'observation de la feuille à l'information qu'il y a dans le guide pour pouvoir reconnaître à quels arbres ils appartiennent. On peut aussi leur consulter cette œuvre magistrale qui est la Flore laurentienne, donc, et qui est reconnue dans le monde entier, pas tant pour ses écrits, parce que ça prend vraiment des initiés pour lire ça, il y a du latin, etc., mais davantage pour aller observer les dessins d'observation qu'a fait l'auteur de ce livre, dont Marie-Victorin. Celui-ci, à cette époque-là, les photographies n'existaient pas, il dessinait et il avait quand même développé cette technique de dessin d'observation qui fait en sorte qu'à partir du dessin et de la description, on pouvait reconnaître l'espèce de végétaux qui étaient représentés. Donc, c'est intéressant d'aller voir. Oui? Excuse-moi, j'ajouterais que c'est un autre exemple ici de livre qui est aucunement destiné aux élèves du primaire et qui peut être tout à fait utile dans une classe parce qu'on utilise seulement l'élément qui nous convient. Exact. Et je vous dirais, ce n'est pas une heure qu'on va avoir dans chaque classe. Il est quand même dispendieux et on va en faire une utilisation peut-être pas aussi grande que en quoi il est destiné. Mais
on peut en avoir cette œuvre-là dans l'école et aller la consulter de temps en temps. C'est vraiment une idée d'aller présenter aux jeunes. Et pourquoi pas parler de Marie-Victorin, qui est quand même un scientifique, un biologiste important pour nous ici au Québec, et développer un peu la culture scientifique des jeunes en allant consulter ce type d'œuvre. Et si on fait des herbiers, eh bien, on va aller consulter encore là des herbiers pour nous expliquer comment on fait ça, qu'est-ce qu'on écrit, quelles sont les informations qu'on doit aller chercher, construire notre herbier pour que ça devienne un outil de référence ensuite pour aller reconnaître d'autres types d'arbres dans d'autres milieux. Alors, on voit bien ici que c'est l'idée qu'on va, c'est par le questionnement qu'on va aller convoquer ces documentaires-là pour venir répondre à nos questions. Donc, il va prendre sens à l'intérieur de notre démarche. Et en même temps, bien sûr, construire des apprentissages particuliers, précis en sciences et technologies. On peut aussi utiliser des albums de fiction. Donc, l'utilisation d'albums de fiction est également intéressante à exploiter en sciences et technologies. Bien, plus précisément, ce que des chercheurs comme Bruguière et Triquet nomment des albums de fiction réalistes. Ce sont des albums qui correspondent aux normes habituelles du récit de fiction. Donc, on va y retrouver des animaux anthropomorphisés, un monde imaginaire, mais cette catégorie d'albums intègre une partie du réel dans la fiction. C'est-à-dire qu'on invente un monde possible, mais l'intrigue et les péripéties sont soumises aux lois de la nature. Alors, ce type d'album est porteur de connaissances scientifiques, mais les lois du monde qui sont en jeu dans l'album, ils ne sont jamais formulées ou imposées parce que ce n'est pas le but d'instruire le lecteur sur les notions de science. Toutefois, la compréhension du lecteur nécessite implicitement la connaissance de ces notions-là pour comprendre l'histoire, d'où l'intérêt didactique d'aller les exploiter dans la classe de sciences et technologies. Les chercheurs disent aussi qu'il y a une similitude entre le schéma narratif et la démarche d'investigation. Par exemple, quand on parle d'éléments perturbateurs qui créent l'intrigue dans la fiction, bien, on peut l'associer à la problématisation en science. Alors, pour certains albums, on peut utiliser l'élément perturbateur comme source de questionnement pour élaborer des hypothèses sur les notions scientifiques qui sont soulevées ou et la résolution de problèmes, voilà, par les actions ou les péripéties. C'est-à-dire que quand on arrive avec les actions et les péripéties, on peut associer ça à la recherche de solutions. Donc, on peut, quand on arrive à cette partie-là du récit, vraiment faire des observations, des expériences pour venir confronter l'imaginaire au réel. Donc, on tient ça en compte, que c'est à partir de ces éléments-là du récit qu'on peut aller introduire nos éléments de recherche. Prenons l'exemple ici de Basque. Alors, c'est l'histoire d'un renard qui pourchasse un lapin. Leur course-poursuite les amène sur un pont. Alors, le lapin arrive à l'autre bout de la planche, mais il ne peut pas aller plus loin. Et le pont, soudainement, se transforme en bascule. Alors, le renard s'approche, mais tout à coup, il rebrousse chemin en obéissant au cri du stop du lapin. Alors, les deux ennemis sont obligés de coopérer pour rester en vie. Alors, au matin, quand le vent se lève, là, il y a la résolution du problème, la planche se met à tournoyer. Dans un effort ultime, les pattes du renard s'agrippent au broussailles, puis le corps du renard rétablit ainsi une espèce de pont qui va les sauver tous les deux. Alors, ce récit fictionnel, c'est un récit fictionnel puisque c'est l'histoire de deux animaux qui parlent la même langue, qui pensent, qui s'expriment de la même façon, mais qui n'est pas complètement fictionnel puisque ce sont des animaux qui sont bien connus de notre monde et l'environnement, il est formé d'objets du monde réel, de ponts et de bascules. Alors, l'album se met en scène à partir des lois physiques de l'équilibre sur la bascule. C'est par les mots, les textes et les illustrations que le fonctionnement de ces objets-là sont expliqués tout au long de l'histoire. Quand on prend cet album-là, on se pose d'abord la question, quel contenu scientifique peut-on y retrouver?
Donc, si on regarde cet album, dans la situation initiale, c'est un lapin qui pourchasse un renard. Donc, il emprunte un pont au-dessus d'une rivière. La dimension scientifique, c'est le pont. C'est un objet qui est en équilibre permanent, qui est le tronc qui fait office de planche, qui fait la jonction pour traverser la rivière, qui est appuyé sur des roches de chaque côté. L'élément perturbateur, c'est le poids du renard qui, lorsqu'il arrive sur la planche, commence à bouger. Les pierres dégringolent et la planche bascule. Le lapin y est coincé, il ne peut plus avancer et la planche bascule quand le renard avance vers le lapin pour le manger. Alors ici, la dimension scientifique, c'est un pont qui s'est transformé en bascule et il y a un équilibre qui n'est plus permanent, c'est-à-dire que les premiers pas faits par le renard vont rompre l'équilibre. Dans la résolution de problèmes, donc par les péripéties et les actions qui sont mises, c'est que le renard ne doit plus avancer pour ne pas risquer leur vie. Le lapin et le renard ne doivent plus bouger. Donc, la dimension scientifique, c'est vraiment les paramètres d'équilibre ici, qui est la masse et la distance. Donc, le renard qui se déplace, à un moment donné, il y a un vol de cornet qui vient se poser sur la planche, qui vient désorganiser au niveau de la masse, qui fait en sorte que l'équilibre est rompu. Il faut retrouver cet équilibre-là. Donc, il y a ce travail-là au niveau de la masse et de la distance pour garder la bascule en équilibre. On a les dimensions de science qu'il y a à l'intérieur de l'album. Maintenant, on va scénariser l'album, c'est-à-dire qu'on va aller le découper justement pour pouvoir introduire un problème à résoudre par les élèves. Donc, la première page, on va souvent parler de la première page couverture. La scénarisation ici, en fait, a été proposée par des chercheurs. J'ai mis la référence à deux diapositives plus tôt. Vous avez la référence. Donc, si vous allez lire l'article scientifique sur le sujet, vous allez avoir un peu ce qu'on va présenter de façon plus globale ici. Donc, première page, les 2 premières pages de l'album, on va aller recueillir les observations spontanées des élèves. Comment ils se représentent le pont? Est-ce qu'ils voient ici qu'il y a un risque de passage par un pont qui est fragilisé? Est-ce qu'ils voient ici les éléments du pont pour le garder stable? Et là, on va présenter la page 13 comme étant la fin de l'histoire et on va demander aux élèves d'imaginer ce qui a pu se passer pour que les personnages se retrouvent dans cette situation. Donc, on va leur faire écrire quelques lignes de ce qu'ils pensent qui va arriver et on va les placer en équipe puis on va leur demander d'échanger ce qu'ils ont pensé. Donc, ils vont vraiment prendre connaissance de la diversité des hypothèses qui sont soulevées et ça va leur permettre en même temps de travailler leur argumentation. Ils vont s'expliquer pourquoi ça s'est passé comme on le voit sur l'image. Et puis, on va revenir à la première page en enlevant le pont. C'est-à-dire qu'on va faire une photocopie de la page, on va enlever le pont et on va demander aux élèves de reconstruire l'image, le pont à partir d'images de planches, mais on va s'assurer que nos planches sont trop courtes pour pouvoir être installées de chaque côté de la berge et être appuyées. Donc ça va obliger les élèves à réfléchir aux éléments qui sont constitutifs d'un pont. Donc, cette idée que ça doit être appuyé de chaque côté de la berge, qu'on doit solidifier ce pont-là par des supports, des pilotis, etc. Et les élèves vont découper ces éléments-là de plus, vont les coller, vont faire leur réalisation sur la page. Et on va comparer leur représentation du pont qu'ils ont fait avec la bascule de la page 13 pour justement prendre conscience que les éléments du pont, maintenant, quels sont les éléments de la bascule? Voir que c'est une planche qui est devenue un levier, qui est appuyé sur un pivot qui permet à la bascule de basculer d'un côté comme de l'autre. Donc, allez voir aussi les éléments qui est constitué de la bascule et de son fonctionnement aussi. Et on va leur demander d'expérimenter, c'est-à-dire qu'à partir d'objets de leur entourage, règles, livres, tubes de colle, etc., de représenter ces 2 situations-là, du pont et de la bascule, et notamment à partir de leur réalisation, de le présenter aux autres et pour justement amener la différence qu'il y a entre ces 2 éléments, ces 2 objets fabriqués.
On va reprendre les premières pages en cachant le texte pour ne pas donner l'information aux élèves, puis on va leur demander, est-ce que c'est un pont? Est-ce que c'est une bascule? Donc, on va revenir sur les notions qu'ils ont construites et ils vont devoir ici s'expliquer à partir de chacune des pages si c'est un pont ou une bascule. Et on va aussi là commencer à attirer leur attention sur l'équilibre. Donc, les conditions pour que ce soit en équilibre et sa rupture aussi pour que ce soit en équilibre. Donc, ce que je vous disais plus tôt, sa masse et la distance de la masse par rapport au pivot. On va reprendre la lecture de l'album et on va observer les paramètres qui font varier l'équilibre. Comme je vous disais tantôt, le renard qui se déplace, qui avance trop, qui recule trop loin, alors qu'il doit trouver la bonne distance pour garder l'équilibre. D'autres animaux, des corneilles qui viennent se poser sur la planche, qui brisent l'équilibre. Le lapin qui s'endort, qui manque de tomber alors qu'il doit le réveiller justement pour ne pas tomber et pour basculer avec la planche. Alors, c'est les éléments-là qu'on va ressortir tout en continuant la lecture de l'album. Et à la toute fin, on va leur demander de schématiser, ce qui est très scientifique. Hein? Alors, représenter par un schéma les événements qui sont survenus de la page 1 à 6, c'est-à-dire le déplacement finalement du renard sur la planche pour pouvoir justement schématiser, donc représenter cette idée de la masse qui se déplace par rapport au pivot pour garder l'équilibre. Et on va partir de leur schéma qu'ils auront dessiné, construit, et on va le comparer, on va le modéliser, ce qu'on dit, à la manipulation d'une balance mathématique. Si on n'a pas de balance, on peut se construire aussi avec une règle et un support qui sert de pivot, donc ici un prisme triangulaire pour servir de pivot. On peut se construire ça et les enfants, on va leur demander de partir de leur schéma, d'aller comparer avec une vraie balance pour modéliser les événements fictionnels avec la manipulation expérimentale. Alors, pour bien ancrer les apprentissages qu'ils ont faits. Alors, voilà pour ce qui est de l'album Bascule. Vous venez de voir, on utilise la fiction réaliste pour travailler les notions de science qu'on retrouve à l'intérieur de l'album en découpant la lecture. On peut aussi travailler seulement à partir des illustrations d'un album de fiction, comme c'est le cas ici de l'album qui s'appelle Le Petit Cochon qui n'arrivait pas à s'endormir dans le noir. Il est assez connu, probablement peut-être que vous avez peut-être sous la main cet album-là. C'est l'histoire des parents du petit cochon qui exige qu'il éteigne la lumière à 8 heures chaque soir. Mais comme le petit cochon ne parvient pas à s'endormir dans le noir, il met alors au point un système qui éteint la lumière à sa place une fois qu'il dort. Alors, il met tout ça en place. Au fil de l'album, sans texte, les illustrations, comme je vous montre ici, permettent de découvrir étape par étape l'assemblage des objets mis en place par le petit cochon. Alors, les détails des images permettent de comprendre le fonctionnement de la machine qui est inventée par le petit cochon. Donc, qu'est-ce qui nous permet ici de travailler au niveau des sciences? Eh bien, c'est le principe de causalité, c'est-à-dire c'est la relation de la cause à l'effet. C'est-à-dire qu'à partir de ces images-là, on va analyser les machines et on va s'identifier quelles sont les causes et les effets qui sont produits par l'événement de la cause. Alors, on va survoler les pages pour prendre connaissance à travers les images de l'album, la succession des étapes du système inventé par le petit cochon. Puis, on va revenir aux 2 premières pages et en grand groupe avec les élèves, on va leur demander d'observer, de décrire et d'analyser les premières étapes du système afin de construire une partie de la chaîne de causalité. On va les questionner pour introduire cette idée de cause-là. Donc, ça ne se fera pas tout seul, mais c'est par notre intervention qu'on va les amener à voir de cette façon. Donc, par exemple, on voit la petite boule en bas à droite qui roule, qui sort de la porte et qui va aller frapper la planche qui est devant, qui, elle, à son tour, va tomber, va actionner le pince-note, etc., etc. Donc, on va leur poser la question, pourquoi la planche tombe-t-elle? Alors, parce que la boule heurte la planche. Alors, l'arrivée de la boule est la cause de la chute de la planche. Un peu plus loin, on voit le panier là, qui est suspendu et il va descendre. Remarquez que dans les pages suivantes de l'album,
on nous présente au départ les machines, puis après ça, on nous explique par des nuances de couleurs, de gris, par exemple, le mouvement qui se produit. Donc, on va leur demander pourquoi le panier descend-il? Parce que les briques tombent dans le panier. La présence des briques dans le panier est la cause de la descente du panier. Et on introduit aussi la notion d'effet. Que se passe-t-il quand la boule heurte la planche? Elle la heurte, donc la planche tombe. Et c'est par l'emploi des mots « parce que » qu'on peut permettre aux élèves d'exprimer les causes. Et le mot « donc » qui permet aussi d'introduire l'effet. Alors, on va attribuer, après avoir fait avec les élèves quelques étapes de la machine ensemble, on va former des groupes et on va attribuer quelques étapes aux différentes équipes et on va leur demander, on va les inviter de trouver comment ça fonctionne, de trouver les causes et les effets de chacune des étapes qu'ils auront entre les mains. Alors, on peut faire ça et on ramène en grand groupe ces éléments-là. On peut aussi, à partir de cet album-là, donc c'est une façon de faire, on peut aussi, à partir de cet album-là, concevoir la construction d'une machine qui comprend 2-3 étapes, c'est déjà beaucoup pour eux, puis en identifiant, entre autres, la cause et son effet pour chacune des étapes. On peut aussi, vous avez bien vu qu'on peut mobiliser les concepts liés aux machines simples, à l'analyse technologique aussi. Donc, et on peut aussi l'exploiter sous d'autres angles. Et si vous naviguez un peu sur Internet, vous allez retrouver aussi beaucoup d'activités qui sont proposées, entre autres, avec les machines de Rob Goldberg, en s'inspirant, entre autres, des illustrations de cet album-là pour pouvoir aller en construire. Alors là, on va utiliser une autre démarche avec les élèves, mais en utilisant toujours cet album. Je voulais dire, Nicole, un mot sur les albums sans texte avant de passer à celle-ci. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec les albums sans texte, sachez que c'est vraiment extraordinaire. On n'est pas obligé d'utiliser, d'avoir nécessairement des mots pour exprimer l'histoire. L'illustration fait très, très bien le travail. Et dans ce cas-ci, c'est d'autant plus pertinent que ce ne sont pas les mots sur lesquels on veut porter notre attention, mais vraiment sur l'illustration qui va nous indiquer, bon, quel est justement le phénomène scientifique qui nous importe dans ce cas-ci. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers les albums sans texte. Ça va encore plus obliger les élèves à porter attention à ces illustrations-là. Tout à fait. Alors, cette fois-ci, on propose une lecture en réseau, c'est-à-dire ce sera une lecture croisée entre 3 albums. Je vais laisser Julie vous parler un peu de ce qu'on entend par une lecture en réseau. Oui, tout à l'heure, Nicole a parlé d'un roman auquel on pouvait adjoindre un texte documentaire pour nous aider à mieux comprendre l'histoire. Quand on fait ce processus-là, ça ne s'appelle pas nécessairement de mettre, on ne dit pas nécessairement qu'on met des livres en réseau. Ce qu'on dit, c'est qu'on va ajouter une œuvre complémentaire pour mieux expliquer l'œuvre principale. Dans ce cas-ci, un réseau littéraire, c'est une question de départ qu'on va poser aux élèves et on va offrir différentes lectures aux élèves, puis chacune de ces lectures-là va être en mesure de pouvoir répondre à une partie de cette question-là. Alors, on peut le voir comme étant un gros casse-tête à monter et chacun des livres devient une pièce de ce casse-tête-là qu'on va assembler pour finalement avoir l'image d'ensemble et la possibilité de répondre à la question finale. Exactement. Alors, ici, 3 albums. Il y a le navet, qui raconte l'histoire d'une puce qui trouve une graine. Elle demande l'aide d'autres animaux pour semer, cultiver, cuisiner, ce qui s'avère être finalement un dégoûtant navet. Toujours rien, lui, narre l'histoire de M. Louis qui sème une graine et attend désespérément que celle-ci pousse. Alors, le lecteur, lui, assiste à toutes les étapes souterraines de la germination grâce à une représentation en coupe de l'espace des pages. Mais M. Louis ne voit rien de tout ça et le texte est écrit en fonction de ce que voit M. Louis et il voit toujours rien. Et on a aussi l'album 10 petites graines, qui est un album qu'on a à compter, c'est-à-dire que chaque page, on a 10 graines, une fourmi, 9 graines, un pigeon, etc., etc. Donc, ici, c'est un album qui tire plus vers le documentaire parce que les illustrations décrivent bien
les étapes de germination de la graine, mais peu de mots, c'est plus implicite quand on voit les images. Alors, on va utiliser ces 3 albums-là et qui ont une complémentarité entre eux, mais qui amènent cette progression-là. Comme elle dit tantôt Julie, c'est-à-dire qu'on a une question, à partir d'un album, on va commencer à y répondre. On va y répondre davantage avec le 2e album et le 3e album, ici, va permettre de réinvestir ce qu'on a appris. Donc, le navet, ici, c'est plus imprécis, je vous dirais, par rapport au point de vue scientifique. Donc, vraiment, les notions scientifiques sont relayées, c'est vraiment secondaire. Alors que toujours rien, on voit apparaître des connaissances scientifiques qui sont intégrées à la fiction, mais non dites, non imposées en lecture. Et comme je vous disais tantôt, 10 petites graines, là, il va y avoir une dimension scientifique qui n'est pas écrite, mais qui est plutôt bien illustrée par les illustrations de l'album. On est davantage plus de fiction avec le navet, davantage plus vers le documentaire avec 10 petites graines, d'où cette complémentarité de chacun de ces albums. Alors, ce qu'on va proposer aux élèves, donc chaque album traite graines, germination, donc un même titre, une même recherche de compréhension. Donc, on va commencer avec la lecture du navet, on va vraiment questionner sur les graines. Donc, à partir de la lecture, on suscite un questionnement. On va lire, puis à un moment donné, à la page 8, on va leur demander, la puce va installer la graine pour qu'elle puisse pousser. Et là, on va demander aux élèves, et après, que se passe-t-il à votre avis? Et là, on va aller, les élèves vont élaborer un scénario qui va nous permettre de connaître leur représentation, leur conception de ce que la germination. C'est très important qu'on va travailler à partir de leur représentation par la suite. Et on va leur demander de dessiner l'intérieur d'une graine. Donc, ils vont se l'imaginer au départ et on va leur demander de dessiner. C'est très intéressant parce que dans la littérature scientifique, les conceptions des élèves, c'est très marqué. On va souvent voir une graine avec l'intérieur un bébé, un fœtus en fait, comme si ils vont associer ça à l'être humain, ou on va revoir vraiment une fleur à l'intérieur de la graine, comme si la fleur existait, puis elle avait juste à sortir un peu comme la naissance d'un enfant. Alors, c'est intéressant d'aller faire imaginer les enfants parce qu'ils vont être confrontés après ça à leur représentation et ce qui va se produire, ce qu'ils vont observer réellement. Et c'est justement ce qu'on va leur offrir. Après avoir fait le dessin, on va leur demander, on va aller ouvrir une graine de haricot. On va aller l'observer à l'œil nu, on va l'observer à la loupe, là ils vont voir encore davantage, plus précisément, certains éléments de la graine. Et on va leur demander de la dessiner. Alors c'est intéressant parce qu'on va partir de leur imaginaire, mais à partir d'un objet réel, on va faire ce qu'on appelle un dessin d'observation. On va partir du dessin vers le dessin d'observation, qui est un langage scientifique. Et on va les confronter, c'est-à-dire qu'on va regarder ce que s'imaginait au départ et ce que c'est réellement à l'intérieur d'une graine. Ensuite, on va aller vers l'album de Monsieur Louis. Cet album-là, je vous disais tantôt qu'on voit l'aspect, par sa coupe, on voit ce qui se passe à l'intérieur du sol. Donc, on a une vue souterraine de la germination de la graine, ce que Monsieur Louis ne voit pas. Mais pour rendre problématique la lecture, on va cacher justement cette partie souterraine-là. En fait, les élèves vont voir ce que M. Louis voit et ce que le texte dit aussi. Donc, on va cacher et on va faire la lecture aux élèves pour dissimuler les phénomènes. Et après, on va leur demander, mais comment faire pour savoir ce qui se passe sous terre lorsqu'on sème une graine? Ils pourraient peut-être bien dire qu'on va enlever les caches, mais on va leur demander, sans enlever ces caches, comment pourrait-on faire pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la terre? Et par discussion et échange, on va les emmener à leur proposer une expérience. Donc, on va faire des semis de graines de haricots et on va vraiment l'observer et décrire les changements à l'intérieur d'un petit cahier. Que ce soit un cahier collectif de la classe ou un cahier où chaque élève a son petit cahier, par un dessin, quelques mots, décrire les changements et prendre des photos aussi de ces changements-là qui sont survenus au fur et à mesure.
Et on va ensuite, quand ça va être réalisé, on va comparer leur expérience qu'ils ont fait à partir de ce qu'ils ont écrit et dessiné et avec ce qu'il y a dans le livre. Donc, on va enlever les caches cette fois-ci et on va lire, on va relire en fait l'histoire et on va comparer qu'est-ce qui se passe après un certain temps. Dans notre expérience, il y a un système racinaire qui se développe, qui pousse, mais on ne le voit pas à l'intérieur. Donc, la fiction ne nous montre pas cette réalité-là de la graine qui a des racines. Par contre, on voit comme une tige, donc effectivement, dans l'expérience, on voit une tige qui apparaît. Surtout si on le met dans un pot maçon, on va mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir la tige qui sort de la graine et qui sort aussi du sol. Ainsi de suite, on va pouvoir comparer les photos et les dessins des élèves avec la fiction de l'album pour comprendre comment se passe la germination, les étapes de la germination. Ils vont aussi prendre conscience qu'à travers les semis, que les végétaux ont besoin d'un laps de temps beaucoup plus long pour se développer, ce que laisse croire la fiction par une utilisation rapide des illustrations d'une page à l'autre. Ça aussi, c'est intéressant de voir que la notion de temps, elle est bien différente. Ça leur fait prendre conscience de cette notion-là avec l'expérience. Et on a notre album, pardon, des petites graines, des 10 petites graines, pardon, où, comme je vous disais, très peu de mots, 2 mots par page, mais là, on va demander à l'élève d'écrire, de mettre en mots l'histoire de cet album-là, où l'écrit est restreint. Donc, ils vont raconter à partir des images où les illustrations, je vous disais, sont très près de la réalité, et ils vont pouvoir décrire justement ce système racinaire-là, la tige, les feuilles qui sortent au bout de la tige, etc., les différentes étapes de la germination. Alors, ça fait le tour de... c'est une partie de l'usage qu'on peut faire de la littérature jeunesse au service des apprentissages en sciences et technologies. Comme je vous le disais, c'est vraiment en amenant des questionnements, en soulevant le questionnement qu'on peut convoquer les documentaires pour venir justement aider à la lecture, l'interprétation et la compréhension d'œuvres qu'on lit avec eux. C'est aussi à partir des albums de fiction qu'on peut confronter le monde de l'album de fiction à la réalité du monde réel en construisant avec les élèves justement à se questionner, à s'interroger sur des notions scientifiques qui sont à l'intérieur de l'album et qu'on va faire ressortir en faisant dialoguer le livre avec les élèves et les questions qu'on va poser justement et le travail qu'on va leur demander de faire, de questionnement bien sûr, mais peut-être d'expérience pour aller venir confronter le monde possible de fiction et le monde réel qui nous entoure. Alors voilà, ce sont des usages possibles qui vont permettre de faire cette intégration-là de la lecture comme un moyen de communiquer pour construire des connaissances en sciences et qui vont possiblement permettre un ancrage plus fort dans la construction de ces apprentissages-là et au développement des 3 compétences en sciences et technologies. Je vous ai mis aussi d'autres ressources, donc des albums et avec des pistes d'exploration didactique, c'est-à-dire c'est des articles souvent de chercheurs ou des mémoires de chercheurs qui ont travaillé à partir de ces albums-là et qui proposent des séquences d'enseignement-apprentissage pour mettre en œuvre dans les classes. Alors, vous pouvez vous inspirer, entre autres, de ces exemples-là aussi pour en proposer dans vos classes. Remarquez qu'on va faire un traitement quand même de ces articles-là, puisque ce sont des articles plus scientifiques. Il faut faire un traitement pour transposer ça dans le monde scolaire. Il existe aussi une autre source que je vous ai partagée qui s'appelle les compétences informationnelles, recherche documentaire et maîtrise de l'information. C'est Martine Mottet, qui est un professeur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, qui a développé avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, toute une approche d'abord pour travailler à faire de la recherche et des outils aussi qu'elle propose sur son site. Donc, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, peut-être c'est des ressources là, qui vont vous intéresser pour travailler avec, soit en classe, les enseignants ou les conseillers pédagogiques avec vos enseignants au niveau de la formation. Je vous ai, à la fin vous verrez de la présentation, j'ai mis en référence les ouvrages que j'ai
que nous avons consulté pour pouvoir bâtir cette présentation-là. J'ai mis aussi la littérature dans les références les œuvres que je vous ai présentées, je les ai mis là. Il y en a plein d'autres, mais ceux que j'ai présentés, je les ai mis là. Vous pouvez avoir accès à ces références-là aussi. Alors, comme a dit Julie, on va attendre s'il y a des gens qui sont intéressés d'écrire. Julie, on va s'asseoir pour regarder ça. Et alors, ça mettrait fin à la rencontre. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que vous voyez, à m'écrire directement à David ou Julie si ça concerne cette formation, ou bien vous pouvez toujours utiliser le canal général de programme de sciences et technologies. Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter cette rencontre. Ce sera pour une prochaine fois à l'automne, possiblement. Et puis, alors, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire dans tout ce qu'on vit présentement. Et puis, au plaisir de vous revoir. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Merci à tous. Au revoir.